Bonjour Mathieu Lefebvre. Il y a de l'actualité aujourd'hui avec Emmanuel Moulin. Cette nomination, il va passer devant les députés et les sénateurs auditionnés par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat pour valider cette nomination à la tête de la Banque de France. De nombreuses oppositions expliquent qu'il y a un problème parce qu'il est proche du chef de l'État. Elles ne remettent pas en cause ses compétences à Emmanuel Moulin. Est-ce que c'est la nomination de trop d'Emmanuel Macron ? Je crois qu'on a beaucoup de chance d'avoir des gens comme Emmanuel Moulin aux affaires. Emmanuel Moulin, c'est un grand serviteur de l'État qui a servi dans de nombreuses crises, qui a servi dans le public et dans le privé. Je pense que ce serait un atout pour notre pays qu'il devienne gouverneur de la Banque de France. Maintenant, comme vous l'avez dit, le choix est laissé aux parlementaires. Il y a un autre sujet qui va arriver, qui est dans l'actualité aussi, c'est la question des carburants, le prix des carburants, avec demain cette conférence de presse du côté de Matignon du Premier ministre au sujet des aides sur les carburants. Alors, qu'est-ce que peut annoncer le Premier ministre ? Je sais que vous n'allez pas nous donner les annonces avant les annonces, mais est-ce que ces aides, elles peuvent potentiellement être élargies ? Ce que je peux vous dire, c'est que le Premier ministre fait preuve de réactivité et qu'il est attentif à la France qui travaille, attentif à tous les secteurs qui sont impactés par la hausse des prix du carburant et que la politique du gouvernement, c'est une ligne entre le n'importe quoi budgétaire consistant à avoir des aides indiscriminées et l'immobilisme. C'est donc une ligne de crête qui se poursuivra demain avec des annonces. Il y a certaines conditions pour obtenir ces aides pour ces travailleurs modestes. J'étais en direct d'une station-service il y a moins d'un mois avec un homme d'une cinquantaine d'années. Il me racontait qu'il avait 3 enfants, qu'il se considérait comme travailleur pauvre. Il était tout près du SMIC. Il était en difficulté, sauf qu'il faisait 25 km par jour pour aller au travail au total, et donc il ne remplissait pas toutes les conditions que le gouvernement avait expliquées pour obtenir ces aides. Qu'est-ce que vous dites à ces laissés-pour-compte, à ceux qui ne cochent pas toutes les cases mais qui sont en difficulté ? Je leur dis que le gouvernement est réactif. Il a déjà fait preuve de réactivité puisque les aides du mois d'avril ne sont pas celles du mois de mai, ne seront probablement pas celles du mois de juin. Je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup d'écoute sociale et d'attention à l'endroit du monde qui travaille. C'est ce qu'a fait le Premier ministre avec l'indemnité gros rouleur. C'est ce qu'il fait quand il porte une attention toute particulière au secteur du BTP, au secteur agricole, au secteur des taxis et des VTC. Il faut poursuivre ce chemin. En revanche, une politique indiscriminée qui viserait les Français sans conditions de ressources, sans conditions de travail, ce serait une politique qui verserait dans le n'importe quoi budgétaire. Même si la crise dure, on ne retrouvera pas le quoi qu'il en coûte. Ça, vous pouvez nous le dire avec... La crise va durer. Il faut donc agir à la fois sur des réponses de court terme pour aider les Français à passer ce cap et agir aussi avec des réponses de long terme. Et c'est tout le sens de ce que fait le Premier ministre autour du grand plan d'électrification des usages pour nous aider à être moins dépendants. On importe chaque année 60 à 80 milliards d'euros d'énergie fossile. Il l'a dit hier à l'Assemblée nationale, on paie cash notre dépendance. Il faut réduire cette dépendance en nous électrifiant. Et ça tombe bien parce qu'on a une électricité qui est abondante dans notre pays et décarbonée. Hier, vous étiez justement avec le président de la République qui a présidé un conseil de planification écologique. Il a demandé au gouvernement, à vous, d'accélérer sur la mise en place de la consigne sur le plastique. Ça veut dire, très concrètement, après les consultations que vous allez avoir, qu'on pourrait se retrouver de manière obligatoire à utiliser ces consignes pour les bouteilles en plastique ? Aujourd'hui, on est un gros pays consommateur de plastique et on ne recycle pas assez. On est loin de l'atteinte de nos objectifs européens. Ça a une conséquence, ça nous coûte 1,5 milliard d'euros par an qu'on verse au budget de l'Union européenne. Et donc, on a proposé hier un grand plan plastique dont la consigne est un des leviers qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs. Mais il y a la consigne, il y a également d'autres types de dispositions, notamment des dispositions de sobriété, d'éco-conception, de réemploi. Je crois qu'on ne peut pas se passer de ce levier parce que ce 1,5 milliard d'euros, il trouverait mieux à être appliqué dans l'éducation de nos enfants et dans la transition écologique plutôt que d'être versé en tant qu'amende. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec vous, force est de le constater. Je regarde les propos de David Lisnard, c'est le maire de Cannes, il est aussi président de l'Association des maires de France. Il dit assez de cette écologie technocratique, punitive et inefficace. Qu'est-ce que vous répondez au maire de Cannes ? Je réponds d'abord qu'il y aura une concertation qui va s'engager avec les collectivités qui sont parties prenantes. Il a raison quand il dit que certaines collectivités ont dimensionné leurs investissements et qu'il faut donc être très vigilant.
une écologie venue d'en haut, descendante, qui ne consulterait pas, qui ne s'appuierait pas sur les maires ou sur les élus locaux, aurait tort par définition. Je dis en revanche au président Lisnard qu'on ne peut pas se satisfaire de verser 1,5 milliard d'euros à l'Union européenne chaque année. Ce 1,5 milliard d'euros serait mieux employé au financement de la transition écologique ou au financement de l'école de nos enfants ou au désendettement, comme le prône M. Lisnard, plutôt qu'en amende. Parce qu'il y a la question économique derrière tout ça. Ça priverait ces collectivités locales d'une manne financière conséquente qu'elles tirent de la revente du plastique. Est-ce qu'il va y avoir une compensation? Ça va être un sujet dans ces consultations? Il y a des leviers possibles de compensation, notamment au travers des éco-organismes qui participent à la gestion des déchets dans notre pays pour que les collectivités bénéficient d'un plus grand soutien. En tout état de cause, on ne fera pas cette réforme contre les collectivités, on la fera avec elles, en les accompagnant aussi bien au plan financier qu'au plan industriel. Mais je le dis, le statu quo sur le plastique n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a aussi un Conseil des ministres. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, il souhaitait un grand acte de décentralisation. Et il y a donc ce projet de loi qui arrive. Il s'appelle « Renforcer l'État local ». J'ai simplifié. Mais l'Association des maires ruraux de France, elle parle d'un renoncement du gouvernement. Ces associations d'élus locaux, elles souhaitaient plus d'autonomie financière, on en parlait, et fiscale. Qu'est-ce que vous leur dites ? Comment vous les rassurez? Je leur dis d'abord que ce projet de loi va permettre de faire bouger les choses en renforçant le rôle des préfets de région et des préfets de département. L'action locale est parfois un peu compliquée, un peu inefficace. Ce projet de loi tire toutes les conséquences des consultations qu'a pu mener le Premier ministre auprès des préfets. Je leur dis aussi que le temps du projet de loi de finances n'est pas encore venu. Ces questions ont vocation à être traitées dans le projet de loi de finances, mais que ces simplifications, dont elles ne sont d'ailleurs qu'un point de départ, le Sénat va débattre, amender et trancher, sont indispensables pour notre pays. Justement, certains élus locaux nous disent ce n'est pas un projet de décentralisation, c'est une recentralisation autour du préfet. Le préfet, c'est le représentant de l'État dans les départements ou dans les régions. Donc on ne peut pas parler de recentralisation. En revanche, et c'est ce que nous faisons notamment s'agissant de l'ADEME, il faut que l'action de l'État dans les territoires soit beaucoup plus lisible qu'elle ne l'est aujourd'hui. On ne peut pas avoir d'un côté, par exemple, les délégations régionales de l'ADEME et de l'autre, les DREAL, les directions qui s'occupent de l'environnement dans les départements et dans les régions. Il faut plus de synergie, éviter les doublons, éviter les redondances. Quand on dépose un projet, il ne faut pas avoir affaire à la fois à l'ADEME et à la fois à la DREAL, par exemple en matière d'environnement. Ça permet d'aller plus vite. L'ADEME, justement, c'est un sujet, c'est même un point de crispation. Pour expliquer à nos téléspectateurs, l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. 8000 projets par an pour accompagner les entreprises et les collectivités dans cette transition écologique. Ça pèse quand même 4 milliards d'euros. Ce que vous nous dites ce matin, l'ADEME ne va pas disparaître. C'est bien ça. Et heureusement, il y a des gens qui Parce qu'il y avait des points de crispation. Certains craignaient la disparition de l'ADEME. Oui, mais je veux d'abord le dire, l'ADEME restera l'ADEME et ses salariés font un travail d'excellence au service de la transition écologique. Et en général, ceux qui veulent supprimer l'ADEME ne veulent pas supprimer les projets que finance l'ADEME dans leur département, qui sont des projets essentiels, notamment des projets de décarbonation qui permettent d'avoir une énergie plus lisible, moins chère, plus souveraine et évidemment plus simple pour les Français. En revanche, je dis qu'on peut s'améliorer dans l'organisation, dans l'articulation entre les services de l'État dans les territoires et les délégations régionales de l'ADEME. C'est tout le sens de la réforme que nous portons avec Françoise Gatel au Sénat aujourd'hui et au Conseil des ministres. Mais de deux choses l'une, soit on considère que le statu quo est indispensable dans les 12 prochains mois, soit on se dit qu'on continue à réformer au service de la lisibilité de l'action de l'État. Pourtant, vos prédécesseurs, ils ne sont pas vraisemblablement sur la même ligne que vous. Je parle de François de Rugy, Christophe Béchu, du groupe Horizon, Agnès Pannier-Runacher. Ils disent le démantèlement progressif de l'ADEME représente une menace sidérante. Vous comprenez ces inquiétudes ou pas du tout? Je comprends les inquiétudes. C'est la raison pour laquelle je me suis rendu hier. C'est la première fois qu'un ministre le faisait au conseil d'administration des salariés de l'ADEME. Il faut échanger. Ma porte est évidemment ouverte si cette réforme n'est pas comprise. En revanche, je leur dis pas de démantèlement. Il y aurait un démantèlement si l'ADEME était une autorité administrative indépendante. L'ADEME, ce sont des crédits publics votés par le Parlement, contrôlés par le Parlement et dont les Français ont aussi le droit de rendre compte. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est ce projet de loi d'urgence agricole qui est arrivé hier dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Et parmi les points de crispation, il y a la réintroduction de certains pesticides. Le gouvernement dit non, il n'y aura pas de réintroduction de certains pesticides. En tout cas, on ne va pas en parler dans ce texte. Pourtant, il y a des sénateurs, les Républicains, notamment le sénateur Duplon, qui dit on va réintégrer cela dans le texte. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis que ce n'est pas une initiative gouvernementale,
que le texte que présente le Premier ministre est un texte de compromis ambitieux au service de nos agriculteurs, qui permet d'avoir des progrès environnementaux. Je pense notamment à la qualité de l'eau, au-delà des enjeux de quantité. Et il y a en parallèle une initiative sénatoriale qui n'est pas l'initiative du gouvernement. Merci Mathieu Merci à vous. Lefebvre.